Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de la psychothérapie, on va parler plus particulièrement des thérapies. Cette vidéo elle est en lien avec les sciences, une petite carte des sciences de la psychologie. Donc les thérapies en fait c'est l'outil qui permet aux psychologues de soigner. Cette vidéo arrive aussi parce que j'étais en train de me balader en ville et je suis tombé sur une plaque très intéressante. Donc il y avait différents types de médecins, dont un sophrologue, et je vais en parler un petit peu dans cette vidéo là. Et il y avait marqué Madame Machin, psychologue et psychothérapeute. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai été voir, je me suis renseigné, et là, je me suis rendu compte que les thérapies, c'est le bordel absolu, et j'adore quand c'est le bordel. On dirait Marie Kondo. et donc, il y a une nébuleuse des thérapies. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 thérapies principales. Il y en a d'autres, il y en a énormément d'autres, il y en a plus de 400 référencées. Mais moi, je vais vous parler un petit peu des fondements et de celles que je trouve les plus importantes selon moi. Je ne vais pas vous parler de zoothérapie, pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Et en fait, des thérapies, il s'en crée tous les jours parce que c'est un outil. C'est un outil qui permet de guérir les patients. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut faire des essais et erreurs avec et on peut mélanger différentes choses. La thérapie, ça existe depuis toujours en fait. On sait que déjà les chamans, une des fonctions des chamans, c'était de soigner les gens aussi bien physiquement que l'esprit de l'âme. Donc, il y a toujours eu des gens qui étaient capables de soigner les âmes des autres. Donc le chaman, après ça a pu être une fonction des prêtres et ça a évolué, etc., etc. Malgré le fait que ça a pris parfois des proportions un peu violentes, on pense à la trépanation, différentes choses comme ça, mais nos ancêtres n'avaient pas le niveau technique que nous on avait. Donc là, je vais partir de mon histoire de la thérapie aux alentours au début du 19e siècle et on va arriver un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Donc, la psychothérapie, au début du 19e siècle, ça ressemblait à 2 cas de figure. Ou vous étiez un malade grave ou dangereux pour vous-même, et dans ce cas-là, on vous mettait à l'asile. Et à l'asile, comment vous dire ça? Il y avait des traitements plus ou moins barbares. Donc, pour prendre les cas extrêmes, il n'y a pas eu que ces cas-là, mais pour prendre des cas extrêmes, il y avait des bains de glace, il y avait de l'électricité. Si vous regardez n'importe quelle série ou n'importe quel film sur l'époque victorienne, vous allez avoir quelques petites idées des méthodes et pratiques extrêmes qui étaient utilisées à cette époque-là. Ça, c'est l'asile et les joies de l'asile. Les asiles n'existent quasiment plus. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup changé notre manière de travailler. Ensuite, les troubles comportementaux, donc l'hystérie, les phobies, tout ça, c'était traité par un mélange très simple mais très efficace de prière, de médecine classique, un peu d'hypnose pour certains cas et beaucoup de patience. Donc c'était pas vraiment institué, c'était encore balbutiant, ça fonctionnait pas super bien. Puis, boum, dans les années 50, 1950, création du premier neuroleptique. Donc le premier médicament qui va toucher directement le cerveau. Et donc ça va être le début de, pardonnez-moi, et je vais sûrement écorcher ce mot, de la psychopharmacologie. Donc on va commencer à développer l'anti-anxiété, le Valium, enfin toute la panoplie de médicaments qui nous permet de traiter certains troubles psychiques et mentaux. Et puis ça ne va pas super bien fonctionner. Enfin, dans certains cas, ça va très bien fonctionner, dans certains cas, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc les thérapies vont continuer à se développer en opposition ou en complémentarité avec le médical. Ce qui est cool avec les thérapies, c'est que le patient est au cœur, au centre de sa guérison. Et donc, c'est sa participation. Sa participation est essentielle pour qu'il puisse guérir. Et ça, c'est nouveau. Parce que quand je prends un médicament, c'est le médicament qui me soigne. Quand je travaille sur moi, c'est moi-même qui me soigne. Et ça mène, bien sûr, et si vous avez été dans n'importe quel libraire ou sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux, vous êtes tombé sur le développement personnel. Et le développement personnel, c'est directement une dérive, entre guillemets, ou une branche, de toutes ces méthodes de thérapie qui sont venues au fur et à mesure du temps. Les thérapies, et je fais un gros résumé, je suis désolé, c'est une simplification maximum, mais les thérapies, on pourrait dire qu'il y a 2 familles de thérapies.
Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se mélanger, mais il y a deux familles de thérapies. D'un côté, on a celle qui se base sur les méthodes médicales et scientifiques, et de l'autre, on a les méthodes spirituelles ou de philosophie orientale. Ces deux familles-là composent l'ensemble, distribuent l'ensemble des thérapies qui sont aujourd'hui existantes. Comme je vous ai dit, il y a plus de 400 thérapies qui sont référencées et s'en créent tous les jours. Aujourd'hui, une thérapie peut marcher pour vous quand vous êtes adolescent et ne plus marcher quand vous êtes adulte. C'est la beauté de l'humain, c'est que c'est comme les cafards ou c'est comme les bactéries, ça résiste au bout d'un moment. Donc il n'y a pas de formule magique, on est à chaque fois obligé de s'adapter, on est à chaque fois obligé de prendre en compte différentes dimensions qui permettent de pouvoir soigner ces problèmes psychiques. Question qui se pose toujours, est-ce que la thérapie c'est efficace ? De ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique, il y a un article de 1995 qui a été écrit par Martin Seligman qui a interviewé plus de 7000 patients et ces 7000 patients ont trouvé que la thérapie fonctionnait à 90%. Ce qui nous montre que c'est quand même efficace. Si vous avez d'autres études qui contredisent ou d'autres choses un peu plus récentes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. On va parler des limites de la thérapie à la fin de la vidéo et ça va être super intéressant. Ok, voici un peu le contexte général des thérapies. Maintenant, je vais vous donner 7 thérapies qui semblent pour moi les plus importantes et qui vous donnent une base solide qui vous permettent ensuite de naviguer dans tout ça si ça vous intéresse. Si vous êtes un étudiant en psycho et que vous voulez approfondir ça, si vous êtes quelqu'un au contraire qui ne sait pas et qui décide de justement aller chercher du soutien chez un psychologue et pas forcément parce que vous êtes malade. Comme disent certains psychologues, c'est juste parce qu'il y a des moments où on a besoin d'un petit coup de pouce ou même que parfois on a besoin d'apprendre à mieux vivre. Et ça fait partie aussi du travail d'accompagnement des psychologues et des professionnels de la santé. Parfait. Ok. Numéro 1, la thérapie familiale et systémique. Donc, l'idée c'est que c'est des systèmes, la famille est un système, il y a des éléments dans ce système et ils sont interdépendants. Ce qui détermine et ce qui provoque les troubles pour les gens qui utilisent cette méthode, c'est qu'il y a des mauvaises relations à l'intérieur d'une famille, il y a des relations pathogènes, on dit toxiques, pathologiques, qui font que l'individu ne se sent pas bien. Et donc, plutôt que le problème vienne directement de l'individu, de sa psyché, c'est parce qu'il y a une relation qui est toxique, qui fait que l'individu tombe malade. Et c'est super intéressant et c'est la base même des environnements en fait, cette manière de penser. Et donc le thérapeute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une cartographie avec le sujet, avec le patient. Ils vont déterminer les individus qui participent à ce système, qui créent des frictions et comment changer la communication, donc changer la relation pour que ça s'améliore. Donc c'est cette idée justement de voir la relation à l'autre comme étant quelque chose qui peut nous faire du mal et c'est aussi la réconciliation qui permet d'aller mieux. Donc ça c'est la première, c'est par exemple je m'entends super mal avec ma mère et donc à chaque fois que je suis avec ma mère je suis tendu, je sens qu'elle va me faire une critique, je sens qu'elle va être méchante avec moi et donc il faut que je modifie ma manière dont je communique avec ma mère pour pouvoir apaiser les tensions. Entre guillemets. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parfait, on va parler de la deuxième thérapie. Donc, c'est la thérapie comportementale et cognitive. On utilise ces deux termes. Comportementale, c'est souvent les conduites et cognitive, c'est souvent les représentations. Donc, on se dit que les problèmes les troubles mentaux viennent du fait qu'on a ou une mauvaise conduite ou qu'on a une mauvaise représentation. Le travail pour le thérapeute, c'est de montrer ces représentations et ces conduites, ces représentations et ces conduites, et de reprogrammer par des petites modifications progressives l'individu et son conditionnement. Et c'est grâce à un déconditionnement et une reprogrammation que l'individu va pouvoir changer. Par exemple, un des cas que j'avais beaucoup aimé, qui est assez impressionnant, c'est un jeune adulte qui n'arrêtait pas d'aller faire pipi au lit. Et donc, il faisait pipi au lit, il avait 18 ans passés et il n'arrivait pas à se contrôler.
Et son thérapeute lui a dit, écoute, à chaque fois que tu pisses au lit, tu vas sortir dehors, en pleine nuit, il pleut, il neige, peu importe, et tu vas courir 2 km. Et à force de faire ça, arrive un moment, il faisait plus pipi au lit. Donc il s'est reprogrammé en fait. Grâce à un conditionnement physique, grâce à une discipline, grâce à une autre manière son rapport au monde a changé. Et ça a fait qu'il a arrêté d'uriner au lit. C'est un exemple parmi tant d'autres. Troisième exemple, l'hypnose. L'hypnose, c'est la plus ancienne thérapie en fait. Elle existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs niveaux d'état, il y a plusieurs... la concentration peut être différente selon le contexte dans lequel on met le sujet. Et en changeant le niveau d'attention ou en modifiant la conscience, l'état de conscience, on va pouvoir directement affecter l'individu au niveau subconscient ou même dans sa conscience. Donc on fait tomber certaines protections, certaines résistances en modifiant l'état de conscience. Donc le but du jeu, c'est de créer de la suggestion, c'est ça, de créer de la suggestion et de permettre à l'individu en modifiant son état de pensée, de justement modifier son comportement ou sinon de lui apporter un état de conscience ou un état de conduite qui sera modifié parce que justement, je suis passé par un autre état de conscience. Voilà, c'était l'hypnose. Donc les gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple, c'est une bonne méthode pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Donc ils passent chez l'hypnothérapeute qui va pouvoir leur permettre de les aider à passer au-dessus de cette addiction. La 4, donc c'est les méthodes de relaxation. Alors là, des méthodes de relaxation, il y en a plein. Vous en connaissez plein, le yoga, la méditation, blablabla. Tout ça, ça se base sur 3 éléments fondamentaux. La première, c'est la relaxation du corps. Être allongé, être assis, être dans un endroit calme, sans musique, pas au travail, enfin bref. Créer un environnement de relaxation. La deuxième, c'est la visualisation mentale. Tu es dans un champ, tu es dans une forêt, tu es au bord de la mer. Parfois même, et ça c'est cool avec YouTube, il y a des vidéos où il y a des bruits. La mer, la montagne, les moutons, les bisons, peu importe ce que vous aimez, de visualisation mentale. Et le troisième élément, c'est l'autosuggestion. Donc se dire, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. À quoi ça sert et pourquoi c'est important? L'idée, c'est de remplacer les images anxiogènes, donc ce qui provoque du stress, par des images positives. Et ça va calmer. Et ça vient en fait de la sophrologie, qui est née dans les années 60, et c'est une expertise spécifique de la psychologie qui s'intéresse justement à la relation au stress. Donc si vous êtes quelqu'un de très stressé, c'est intéressant peut-être pour vous d'aller voir un sophrologue. Donc l'idée que les méthodes de relaxation, c'est un ensemble où on fait fusionner le corps et la visualisation de l'esprit pour essayer d'enlever les parties négatives qui nous polluent. Une image négative, ça peut être l'image de votre patron ou de votre directeur qui vous crie dessus toute la journée. Image négative. Et vous le remplacez par un champ de blé. Et ça, c'est parfait. Ok, on va passer à la 5e, le psychodrame. Alors ça apparaît dans les années 30. L'idée, c'est qu'ils se sont aperçus que le jeu théâtral, donc de faire l'acteur, ça permettait une cathartique. Enfin bref, vous me corrigerez dans les commentaires, qui est en fait le fait de faire sortir les éléments méchants ou impurs qui sont en nous. La méthode repose, le thérapeute va faire des jeux de rôle aux patients pour qu'ils puissent jouer des rôles différents. Et dans ces rôles-là, il va pouvoir exprimer des émotions qui sont profondément refoulées. Et en plus, il va pouvoir, donc si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps calme, on va vous permettre de jouer quelqu'un de tout le temps en colère et ça va faire ressortir, parce qu'on ne veut pas toujours être calme, ça va faire ressortir ces éléments de colère. Et le fait aussi de jouer d'autres rôles permet aussi de développer plus la personnalité sur différentes choses et d'apprendre à sortir de son rôle social, à sortir de sa psychologie. Donc comme je le dis, par exemple, moi je suis quelqu'un de très timide, je vais aller au théâtre, pas forcément pour faire une représentation, mais pour apprendre le théâtre. Et là, on va m'apprendre à être quelqu'un qui va être extrêmement extraverti, un Casanova,
ou peu importe, histoire de justement sortir de cet élément-là et me permettre d'exprimer peut-être cette part de ma personnalité qui est refoulée. C'est le psychodrama. C'est ça, psychodrama. Parfait. La 6, c'est la thérapie humaniste ou existentialiste. Plus compliqué déjà. Donc, pendant très longtemps, la psychanalyse surtout, était basée sur la pulsion sexuelle, donc l'héritage de Freud, et on a décidé de tout foutre en l'air, tout ça, et de dire, ok, en fait, les individus sont plus mus par une intentionnalité, par des projets, que par cette pulsion sexuelle. Et donc, il y a des conditions, il y a des déterminismes qui font qu'on se comporte d'une certaine manière. Et le thérapeute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller poser la question, justement, et travailler avec le patient pour essayer de déterminer c'est quoi tes déterministes. Qu'est-ce qui fait que tu te comportes comme ça ou que tu vas avoir tel comportement. Je ne sais pas moi, je mens. Je passe mon temps à mentir, c'est mon trouble. Je suis un mythomane, pour utiliser le terme scientifique. Donc je construis des mythomanes, donc de mythos, du mythe, donc invention. Invention d'histoire. Et donc je ne suis pas capable de dire la vérité. Ben là, on va essayer de comprendre pourquoi, dans ce qui me pousse comme maître, comme avantage, pourquoi je mens comme ça, alors que j'ai peut-être pas été violenté quand j'étais petit, donc une cause de la systémique par exemple, ou je sais pas, X ou Y. Ben, on va utiliser cette thérapie-là pour me permettre de découvrir quels sont mes déterminismes, essayer de les reprogrammer, ou même juste d'être conscient permet de modifier son comportement, ça c'est très positif, et d'évoluer. On arrive à la 7e, qui est les thérapies de groupe. Et les thérapies de groupe, c'est l'idée d'avoir la possibilité d'une expression orale en groupe. Alors très souvent, on nous présente, surtout dans les films, des patients et un thérapeute, mais en réalité, il peut y avoir plusieurs thérapeutes. Donc des patients et des thérapeutes qui peuvent s'exprimer. C'est l'occasion de créer un espace où il y a des individus qui ont vécu des choses similaires à vous. Donc on peut parler par exemple des alcooliques anonymes, des vétérans de guerre, il en existe plein. Hein. L'addiction aux médias sociaux ou à la pornographie. Donc il y a toutes sortes de choses. Et l'idée c'est que dans cette thérapie-là, ou dans ces thérapies-là qui sont émotionnelles et comportementales, donc où on pense l'individu comme un tout, ce tout étant composé de la psyché, de la psyché, du physique et du social. Donc on va pleurer, on va se tenir dans les bras, on va se saluer, on va se reconnaître. Et dans cet espace-là, on va pouvoir rencontrer quelqu'un qu'on va penser comme notre égal serait le mot le plus exact, ou notre père dans le sens reconnaissance d'une personne du même qui a vécu la même chose que nous. Et ça va pouvoir libérer la parole. Et dans ces groupes-là, la joie, la colère, les expressions justement émotionnelles sont au cœur et sont extrêmement importantes dans le développement de la guérison. Donc ça, c'est une manière de penser vraiment la thérapie de groupe comme un espace particulier d'échange commun et très puissant en fait. C'est vraiment quelque chose de très fort, surtout dans les rapports de soutien quand on pense aux alcooliques anonymes ou ces choses-là. Voilà en gros 7 thérapies basiques. Il en existe, comme je vous ai dit, vraiment beaucoup plus. C'est quoi les limites d'une thérapie? Les limites d'une thérapie, c'est toujours les mêmes. C'est qu'on ne sait pas ce qui est dû à la guérison de l'engagement du patient dans le processus de guérison, de qu'est-ce qui est vraiment de la technique thérapeutique. C'est impossible de prendre un couteau et de couper et dire ça c'est le patient qui l'a fait, ça c'est la technique thérapeutique. Et donc il y a un flou. Il y a un flou très particulier entre ces deux-là. Et c'est ça aussi qui fait la magie de la thérapie, entre guillemets, c'est que ce qui fonctionne, c'est votre engagement, c'est sûr à 100%, ce qui fonctionne, c'est votre engagement dans la thérapie. Si vous avez vu le film Will Hunting, je pense que c'est ça, avec Matt Damon, c'est son engagement avec le thérapeute qui va faire qu'il va réussir à sortir de cette situation-là. Donc, thérapie, c'est un peu flou, c'est un peu étrange, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a plein,
laquelle pourrait me correspondre le plus, et en fait il n'y a pas de réponse. Il faut que vous les expérimentez, ça peut être la relation aussi avec le thérapeute, et comme je vous dis, à un moment donné ça peut fonctionner pour vous, quand vous êtes jeune, puis plus fonctionner après. C'est pas immuable, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que l'humain c'est complexe, l'humain c'est fort, l'humain c'est vraiment quelque chose qui se modifie constamment, et prenez le temps de lire et d'essayer de comprendre comment tout ça est construit. Et j'espère que justement avec cette vidéo vous allez avoir quelques bases qui vont vous permettre ensuite à vous de faire quelques choix éclairés. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt, n'hésitez pas à la partager, à liker et à mettre des commentaires.